Son visage était méconnaissable, son nez écrasé, ses lèvres éclatées. C'était comme si toute la colère que j'avais retenue dans ma vie explosait d'un seul coup. Nous avancions lentement, le bruit de nos pas étouffé par la végétation dense. Nous étions 4 ce jour-là, une équipe réduite mais soudée. Chaque ombre était un potentiel danger, chaque bruissement dans les feuilles semblait annoncer une menace invisible. L'air était lourd, mais ce n'était rien comparé au poids qui allait s'abattre sur nous. L'embuscade est survenue sans le moindre avertissement. Le premier tir a éclaté, suivi d'une rafale qui a traversé notre formation. Je n'ai même pas eu le temps de réagir avant que 2 de mes camarades ne s'effondrent, leur corps frappant le sol dans un bruit sourd. Pas de cris, juste le silence de la mort, un silence qui hurle plus fort que n'importe quelle explosion. À côté de moi, mon plus proche compagnon a été touché. Une balle l'a fauché, le jetant à terre, son visage tordu par la douleur. Il a crié, et ce cri résonne encore dans mes oreilles. Le chaos s'est abattu sur nous. Les tirs fusaient de toutes parts. Je ne voyais rien, seulement la fumée, les éclats de lumière des tirs ennemis et les formes indistinctes qui se déplaçaient rapidement entre les arbres. Mon arme tremblait dans mes mains, mais je tirais, sans réfléchir, sans penser. C'était eux ou nous. Finalement, le silence est retombé, lourd et pesant. Quand j'ai levé les yeux, il ne restait que des corps. Les nôtres, les leurs. Et au milieu de ce carnage, un homme. Petit, maigre, les traits marqués, mais avec un regard que je n'oublierai jamais. Il était vivant. Nous l'avons capturé, les mains liées, le visage ensanglanté. Tout en moi hurlait de le tuer sur place. C'était lui. Lui et les siens. Il avait orchestré cette horreur, il avait détruit notre unité, tué mes camarades. Mon arme tremblait, et mon doigt était si proche de la gâchette. Mais notre chef s'est interposé. On le ramène, a-t-il ordonné. Il m'a lancé un regard, celui qui disait que je n'avais pas intérêt à désobéir. Pourtant, il savait ce que je ressentais. Il le voyait dans mes yeux. Cette rage froide, cette haine brûlante. Nous sommes retournés à la base. Je portais mon ami blessé, priant intérieurement qu'il tienne bon. Pendant 3 jours, il s'est battu. Je restais à son chevet, lui tenant la main, écoutant sa respiration laborieuse. Il était si fort, même dans la douleur. Parfois, il souriait faiblement, essayant de me rassurer. « C'est pas ta faute », murmurait-il, mais je n'arrivais pas à y croire. Quand il a rendu son dernier souffle, tout s'est arrêté. Mon cœur, mes pensées, le monde entier. Je n'ai pas pleuré. Je n'en étais pas capable. Ce n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose de plus sombre. Un vide immense, une rage sourde qui bouillonnait sous la surface. Le prisonnier était toujours là. 3 jours, et il n'avait rien dit. Le chef avait tenté de lui arracher des informations, mais il restait muet. Alors, il m'a tendu les clés de la cellule. « C'est à toi maintenant. Fais ce que tu dois faire », a-t-il dit, sans une once d'émotion. J'ai compris qu'il me testait. Ou peut-être qu'il savait simplement que j'étais déjà perdu. Je suis descendu dans la cave. C'était sombre, l'air était lourd, presque suffocant. L'homme était là, attaché à une chaise, la tête baissée. Quand il a levé les yeux vers moi, il a souri. Un sourire narquois, défiant. Malgré ses blessures, malgré la situation, il a ri. Un rire rauque, glacial. Puis, il m'a craché au visage. Ce simple geste a brisé quelque chose en moi. C'était comme si une digue cédait. Mon esprit s'est éteint, laissant place à une noirceur brute, incontrôlable. Je ne peux pas me souvenir de tout ce qui s'est passé ensuite. C'est comme un brouillard épais. Je me revois hurler, mes poings s'abattant sur lui encore et encore. Ces cris, je ne les oublierai jamais. Le sang a coulé, tachant mes mains, ma peau, mon âme. Je n'étais plus humain à cet instant. J'étais une bête, un monstre. Je me suis laissé emporter par une rage que je ne savais pas possible. Chaque coup, chaque hurlement, c'était ma vengeance.
pour mes camarades, pour mon ami. Mais c'était aussi pour moi. Parce que je n'avais rien pu faire pour les sauver. Parce que j'étais faible. Il est mort plus tard, seul dans cette cave. Quand je suis sorti, je n'étais plus le même. Je ne pouvais plus regarder les autres en face. Le reflet dans le miroir était celui d'un étranger. Je savais, au plus profond de moi, que quelque chose s'était brisé. Si l'enfer existe, il m'attend. Pas pour ce que j'ai fait à cet homme, mais pour ce que j'ai laissé devenir de moi. Je suis rentré de cette guerre vivant, mais quelque chose en moi y est resté, enterré avec mes camarades, avec mon ami, et avec cet homme qui a croisé mon chemin. Je n'ai jamais été quelqu'un de colérique. Bien sûr, comme tout le monde, il m'arrive de m'agacer, de perdre patience, mais ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose d'inédit, de brut, d'incontrôlable. Une rage pure. La plus grande rage de ma vie. C'était une journée ordinaire. Je sortais pour faire un jogging autour du quartier. Le soleil déclinait doucement, et l'air était chargé des odeurs familières de l'été. En passant près d'un jardin à l'arrière d'une maison, j'ai entendu un bruit étrange. Un mélange de miaulements plaintifs et de ricanements étouffés. Intrigué, et déjà légèrement inquiet, je me suis approché. C'est là que je l'ai vu. Un adolescent, probablement pas plus âgé de 15 ou 16 ans, accroupi près d'un chat attaché. Le pauvre animal se débattait, mais ses pattes étaient immobilisées par des cordes nouées serrées. L'ado tenait un briquet dans une main, qu'il allumait et éteignait près des pattes du chat. Il riait. Je peux encore l'entendre aujourd'hui. C'était un rire cruel, dépourvu de toute humanité. Je n'ai pas réfléchi. Pas un instant. Mon corps a agi avant même que mon esprit ne puisse processer ce que je voyais. J'ai couru vers lui et, d'un mouvement fluide, j'ai levé ma jambe et lui ai donné un coup de pied en pleine tête. C'était automatique, presque mécanique. Mes années de kickboxing ont pris le dessus. Le choc a été net. Il est tombé à terre, surpris, sonné. Le chat continuait de miauler, terrorisé. Je me suis accroupi pour le libérer rapidement de ses entraves. Ses pattes tremblaient, son petit corps frissonnait. J'ai senti une immense tristesse en le prenant dans mes bras, mais aussi une rage qui ne voulait pas s'éteindre. L'adolescent commençait à se relever, groggy, mais je me suis tourné vers lui, et il a vu dans mes yeux que je n'hésiterais pas à frapper de nouveau s'il tentait quoi que ce soit. Il n'a rien dit, il est juste parti en boitant, le visage baissé. J'ai ramené le chat chez moi. Il était maigre, son pelage était sale, et ses pattes légèrement brûlées. Je l'ai soigné du mieux que je pouvais ce soir-là. En le regardant se calmer lentement dans mes bras, j'ai su que je ne pouvais pas le laisser repartir. Ce petit être avait besoin de quelqu'un, et peut-être que moi aussi, j'avais besoin de lui. Depuis ce jour, ce chat est devenu mon compagnon. Je l'ai appelé Sparky, en clin d'œil ironique à ce qu'il avait traversé. Cela fait maintenant 6 ans qu'il partage ma vie. Sparky est méfiant avec les étrangers, et il a gardé quelques séquelles, mais avec moi, il est affectueux, presque fusionnel. Je rentrais chez moi après avoir passé la soirée chez un ami, quand j'ai vu un type hurler au visage d'une fille. Il était si près d'elle qu'elle devait sûrement recevoir des éclaboussures de sa salive. La plupart de ce qu'il disait était incompréhensible, un mélange de jargon grossier et de cris, mais j'ai compris qu'elle essayait de rompre avec lui, ou qu'elle l'avait trompé, ou une autre histoire du genre. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y avait 5 ou 6 autres gars avec lui. La moitié riait et l'encourageait, tandis que les autres semblaient mal à l'aise mais se contentaient de baisser la tête sans intervenir. Je me suis réfugié dans le parking du bowling de la ville et j'ai fait semblant de jouer avec mon téléphone. Je ne savais pas quoi faire, et pour être honnête, ces types me terrifiaient. Mais alors, il l'a poussée. Elle l'a repoussé. Puis, il lui a donné un coup de poing en plein visage. Mes parents ne m'ont jamais frappé. Ils m'ont appris qu'on ne devait jamais frapper quelqu'un incapable de se défendre, que ce soit à cause d'une différence physique ou d'autre chose. Peut-être que certains verraient cela comme une forme de discrimination positive envers les femmes, mais je tiens à préciser que, selon moi,
frapper quelqu'un qui a ma force ou plus est une autre histoire, quel que soit son genre. Cela dit, je n'ai jamais vu à le faire. Jusqu'à ce soir-là. Quand je l'ai vu la frapper, c'était comme si je me regardais faire une énorme bêtise, incapable de m'arrêter. Je n'ai aucun souvenir d'avoir rangé mon téléphone ou traversé la rue, mais je l'ai manifestement fait, car l'instant d'après, je tapotais sur l'épaule du type et lui décochais un coup de poing de toutes mes forces dès qu'il se retournait. C'était, et c'est encore aujourd'hui, la seule fois où j'ai commencé une bagarre. Ce que je ressentais était presque indescriptible. Une rage immense, fulgurante, me consumait totalement. Pourtant, je ne la ressentais pas vraiment. C'était comme si je m'observais être en colère, sans vraiment en faire l'expérience directe. Je savais que j'étais plus furieux que jamais, mais au lieu de le vivre, j'observais cette colère avec une sorte de fascination grandissante. C'était à la fois paisible et horrifiant, comme si je contenais un ouragan dans une bouteille. Évidemment, ses amis m'ont tabassé. Ils se sont arrêtés uniquement parce qu'un voisin est sorti en courant de chez lui en criant qu'il avait appelé la police. Pendant tout ce temps, je riais. J'avais mal, terriblement mal, ils m'ont disloqué la mâchoire, cassé la clavicule et j'ai aussi brisé quelques doigts en essayant de me défendre, mais, encore une fois, c'était comme si la douleur était une notion lointaine, presque amusante. Je me souviens m'être dit, on dirait Tyler Durden, et trouver cette pensée ridiculement arrogante, ce qui me faisait encore plus rire. Avec le recul, c'était comparable à une sensation d'euphorie chimique, cette dissociation où tout semble s'effondrer autour de toi, mais tu restes là, dans une sorte de calme étrange, au centre du chaos. C'était incroyable et terrifiant à la fois. Pour finir, si vous n'avez jamais eu une clavicule cassée, je peux vous dire que le mois qui a suivi a été un enfer. J'ai grandi avec une idée fixe en tête, la loyauté et tout. Mes parents, mes frères, tout le monde dans ma vie m'avait inculqué cette valeur, et j'y croyais dur comme fer. Alors, quand j'ai rencontré Marc, j'ai su presque immédiatement qu'on se comprenait. On était inséparables, comme deux pièces d'un puzzle. Il avait ce talent pour te faire sentir invincible, comme si, à deux, rien ne pouvait nous arrêter. C'est pour ça que sa trahison m'a anéanti. Tout a commencé subtilement. Marc devenait distant. Nos conversations, autrefois pleines de rires et de projets, étaient maintenant courtes, presque forcées. Je me disais qu'il avait peut-être des soucis qu'il n'osait pas partager. Puis, j'ai appris par un ami commun qu'il parlait dans mon dos. Il avait révélé des détails intimes sur ma vie à des gens que je méprisais, pire encore, il s'était servi de mon travail pour décrocher une opportunité professionnelle que je convoitais. La colère m'a envahi comme un feu de forêt. Chaque pensée me ramenait à cette trahison, chaque souvenir partagé devenait une aiguille dans mon cœur. J'ai décidé que je devais le confronter. Ce soir-là, je suis allé à une soirée où je savais qu'il serait. Je n'avais pas de plan précis. Tout ce que je savais, c'est que je voulais qu'il comprenne ce qu'il avait fait. En entrant dans la pièce, je l'ai vu tout de suite. Il était entouré d'un groupe de gens, riant et parlant comme si de rien n'était. Le contraste entre sa joie et ma rage était insupportable. J'ai commencé à marcher vers lui, mais sur le chemin, j'ai croisé l'un des gars à qui il avait vendu mes secrets. Ce type avait été la source de plusieurs humiliations publiques à mon encontre, grâce à ce que Marc lui avait confié. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je l'ai attrapé par le col avant qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit. Tout s'est passé très vite. Mon poing a frappé son visage. Les gens autour ont crié. Lui, il a tenté de se défendre, mais je l'ai repoussé contre une table. Le bruit des verres brisés s'est mêlé à mes hurlements. Je ne savais même plus ce que je disais. Une partie de moi espérait que Marc interviendrait, qu'il viendrait m'arrêter et admettre ses torts. Mais il n'a rien fait. Quand les autres ont réussi à me tirer en arrière, je tremblais, pas seulement de rage, mais de honte. La soirée était ruinée, et tout le monde me regardait comme si j'étais un monstre. Marc s'est approché de moi. J'ai cru qu'il allait parler, mais il s'est contenté de me lancer un regard glacé avant de se détourner. Ce n'est que plus tard, en rentrant chez moi, que j'ai réalisé que je m'étais trompé de cible. Oui, ce type avait profité de la situation,
mais il n'était pas la source de mon malheur. Marc, lui, avait gardé ses mains propres, mais c'était bien lui qui avait planté le couteau. Pourtant, c'est moi qui étais devenu l'agresseur aux yeux des autres. Je regardais ma sœur se battre. Ce n'était pas une petite dispute ou une bousculade anodine, c'était un véritable affrontement. Et, sans surprise, elle prenait le dessus. Ma sœur n'a jamais été du genre à reculer face à quelqu'un. Elle avait toujours ce feu en elle, cette capacité à se défendre quand il le fallait, et là, elle donnait tout. Ses poings fusaient, précis et rapides, et la fille en face peinait clairement à suivre. C'était presque fascinant de la voir si déterminée, mais avant que je puisse vraiment réaliser ce qui se passait, la situation a pris une tournure bien plus sombre. Le petit ami de la fille, probablement furieux de voir sa copine se faire battre, s'est précipité. Il est arrivé par derrière, et avant que ma sœur ne puisse réagir, il lui a asséné un coup de poing à l'arrière de la tête. Elle a titubé, surprise, mais le choc m'a électrisé. À ce moment précis, j'ai vu rouge. Mon cœur s'est emballé, mes pensées se sont évaporées, et tout ce que je savais, c'est que ce gars allait payer. Je me suis jeté sur lui, presque sans réfléchir, et je lui ai donné un coup de poing à l'arrière du cou avec toute la force que j'avais. Je l'ai vu s'effondrer. Son corps s'est raidi l'espace d'un instant avant de s'écraser face contre le béton, et le son sourd de son crâne frappant le sol a résonné dans mes oreilles. Mais je n'en avais pas fini. C'était comme si une bête en moi avait pris le dessus, incapable de se calmer. Je lui ai sauté sur le dos, le plaquant fermement au sol pour qu'il ne bouge pas. Mon esprit était en ébullition, ma vision comme un tunnel. Je me suis mis à frapper l'arrière de sa tête, encore et encore, chaque coup alimenté par une rage pure et brute. Rien d'autre n'existait à cet instant. Ni les cris autour de moi, ni les regards choqués. J'étais consumé par ce besoin de le punir pour ce qu'il avait fait. Finalement, il a fallu 3 gars pour me décrocher de lui. Ils m'ont attrapé sous les bras et m'ont tiré en arrière, mais je me débattais, essayant encore de retourner vers lui. Ce n'est qu'une fois qu'ils m'ont immobilisé que j'ai vraiment regardé ce que j'avais fait. Le gars était toujours par terre, inerte. Ses amis l'ont finalement relevé, et quand ils l'ont tourné face à eux, j'ai vu l'état dans lequel je l'avais laissé. Son visage était un chaos de sang et de blessures, plusieurs dents manquaient, son nez semblait complètement broyé, et son regard était vide, presque absent. Même ses amis avaient l'air sous le choc en le voyant comme ça. Ils ont dû le porter pour l'emmener, et je les ai regardés s'éloigner, l'adrénaline toujours bouillonnante dans mes veines. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser l'ampleur de ce qui venait de se passer. J'avais franchi une limite que je ne pensais jamais atteindre, et l'idée de ce gars à l'hôpital, peut-être avec des séquelles graves, s'est lentement infiltrée dans mon esprit. Mais sur le moment, tout ce que je savais, c'est que je n'avais aucun regret. Il avait frappé ma sœur, et je lui avais montré que personne ne pouvait s'en sortir après ça. Avec le recul, cette histoire me fait sourire, mais sur le moment, j'étais absolument furieuse. À ce moment-là, ça ne faisait que 2 semaines que j'avais rompu avec mon copain, avec qui j'étais depuis près de 3 ans. Je faisais un grand ménage dans ma chambre quand je me suis rappelé que je devais commencer une nouvelle plaquette de pilules contraceptives. Je suis allé à mon tiroir pour en prendre une, et là, surprise, tout avait disparu. Toute mon année de contraceptifs, mes pilules, mes préservatifs, même les pilules du lendemain que je gardais au cas où, je n'avais jamais eu à les utiliser, mais mieux vaut prévenir. Tout avait disparu. Au début, je me demandais si j'avais mal rangé mes affaires, puis je me suis souvenu d'un détail qui m'a glacé. Mon ex avait encore un double des clés de mon appartement. Je lui ai immédiatement envoyé un message pour lui demander ce qu'il avait bien pu faire avec mes affaires et pour lui dire de me rendre mes clés. Sa réponse m'a laissé sans voix, il m'a avoué qu'il avait tout jeté à la poubelle en rentrant chez lui après la soirée du Nouvel An, une soirée où il était passé pour récupérer ses affaires. Il a ajouté qu'il voulait s'assurer que je ne coucherais avec personne d'autre maintenant que nous n'étions plus ensemble. Je n'en croyais pas mes yeux. Non seulement il avait osé voler mes affaires, mais il m'avait prise pour une personne que je n'étais pas. À l'époque, il avait été mon seul partenaire,
et l'idée même que je puisse courir dans les bras de quelqu'un d'autre si peu de temps après notre rupture était tout simplement absurde. J'étais folle de rage, mais aussi profondément blessée. Comment quelqu'un avec qui j'avais partagé tant de choses pouvait-il agir de manière aussi mesquine et irrespectueuse? J'ai passé le reste de la journée à pleurer de frustration et de colère. Mon visage était brûlant, mes mains tremblaient. Je me sentais trahi, pas seulement parce qu'il avait volé mes affaires, mais aussi parce qu'il avait piétiné ma confiance et réduit notre relation à une caricature de jalousie et de contrôle. Pour couronner le tout, j'ai dû passer plus de 4 heures le lendemain dans un centre de santé pour obtenir un renouvellement anticipé de mes pilules. L'équipe médicale, bien que compatissante, n'a pas pu s'empêcher de rire un peu en entendant mon histoire. Heureusement, ils ont fini par me donner ce dont j'avais besoin, mais pendant un moment, j'ai eu peur qu'ils ne puissent rien faire pour moi. Ce soir-là, encore bouleversé, j'ai envoyé un message à un bon ami pour lui raconter ce qui s'était passé. Il est venu me chercher, et on a fini par passer la nuit à discuter dans un fast-food, jusqu'aux petites heures du matin. C'était la première fois que je me sentais vraiment connecté à quelqu'un de cette manière, comme si je pouvais parler librement sans être jugé. C'était un moment simple, mais incroyablement réconfortant. Depuis, je n'ai jamais reparlé à mon ex. Ça fait 2 ans maintenant. Quant à cet ami, celui qui est venu me chercher en pleine nuit, il est devenu bien plus que ça. Nous sommes ensemble depuis 20 ans et demi, et cette nuit-là, dans ce fast-food, a marqué le début de quelque chose de bien meilleur que tout ce que j'avais perdu. Quand j'étais adolescente, vers l'âge de 15 ans, une autre fille est venue vers moi lors d'une fête et m'a craché au visage sous prétexte que son petit ami me regardait. C'était tellement dégoûtant, tellement humiliant, que j'en ai vu rouge. Une vague de colère m'a envahi, et avant même de pouvoir réfléchir, j'ai levé le poing et je l'ai frappé avec toute la force que j'avais en moi. Le coup a été si violent que je lui ai cassé le nez. Elle est tombée, et il a fallu que plusieurs personnes me retiennent pour m'empêcher d'aller plus loin. Sur le moment, je n'ai ressenti qu'une explosion de rage, une énergie brute qui m'a totalement submergé. Mais une fois la situation calmée et que je me suis éloigné, la honte a commencé à s'installer. Je me sentais coupable d'avoir perdu le contrôle à ce point et encore plus coupable de lui avoir causé autant de mal. Oui, ce qu'elle m'avait fait était ignoble et injustifié. Elle n'avait absolument aucune raison de m'agresser ainsi. Mais malgré tout, utiliser la violence, même dans cette situation, m'a laissé un goût amer. Pendant des jours, je n'ai pas arrêté de repenser à cet instant. Je me revoyais frapper, sentir l'impact, et entendre les cris de ceux qui étaient autour. J'ai eu du mal à me pardonner cet écart de conduite, même si une partie de moi essayait de justifier ma réaction en se disant que j'avais été poussé à bout. Ce n'est pas mon histoire, mais celle que mon père m'a racontée, et elle m'a profondément marqué. Mon père a travaillé en Arabie Saoudite pendant un certain temps, où il a côtoyé de nombreuses personnes venant d'horizons différents. Parmi elles, il y avait un collègue, un homme que tout le monde décrivait comme tranquille, paisible, presque effacé. Cet homme semblait incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mais un jour, une dispute avec sa femme a tout changé. D'après mon père, tout a commencé comme une simple altercation domestique, comme il peut en arriver dans n'importe quel couple. Cependant, la tension est montée rapidement. Des mots durs ont été échangés, des émotions exacerbées, et, dans un moment d'égarement, cet homme a perdu le contrôle. Dans un geste de colère, il a frappé sa femme. Ce qui aurait pu être une claque ou un coup sans conséquence majeure dans d'autres circonstances s'est avéré être un geste fatal. Il l'a touchée à un endroit précis, sur la poitrine, provoquant une commotio cordis. Son cœur s'est arrêté net, et elle est morte sur le coup. Le choc pour lui a dû être indescriptible. Imaginez, un homme ordinaire, sans antécédent de violence, connu pour sa nature calme, qui, en l'espace d'une seconde, a tué la femme qu'il aimait. Il n'a pas cherché à s'enfuir ou à nier les faits. Il était probablement paralysé par la réalisation de ce qu'il venait de faire. Mais en Arabie Saoudite, où les lois sont strictes, cela n'a pas fait de différence. Le meurtre, qu'il soit intentionnel ou accidentel, est puni de la peine de mort, sauf si la famille de la victime décide de pardonner. Et ainsi,
cet homme s'est retrouvé dans le couloir de la mort. La situation est d'autant plus tragique qu'il y avait un enfant au milieu de tout cela. Leur fille, âgée d'accent grave peine 3 mois au moment des faits, est maintenant orpheline. Elle a perdu sa mère de manière tragique, et son père est emprisonné, attendant une décision qui pourrait mettre fin à sa vie. Qui prendra soin de cette petite fille? Qui lui racontera l'histoire de ses parents un jour, et comment pourront-ils expliquer un drame aussi complexe et douloureux? J'imagine la douleur de toutes les personnes impliquées. La famille de la femme, dévastée par la perte de leur fille, confrontée à la décision presque impossible de pardonner ou de demander justice. L'homme, qui vit avec le poids de la culpabilité, enfermé dans une cellule, attendant un destin qu'il ne peut contrôler. Et surtout, cette petite fille innocente, qui devra grandir avec un vide immense et des réponses qu'elle ne pourra jamais vraiment trouver. Cette histoire est un rappel brutal de la fragilité de la vie et de la rapidité avec laquelle une situation peut échapper à tout contrôle. Une seule seconde de colère incontrôlée, un seul geste irréfléchi, peut briser des vies de manière irréparable. C'est une leçon sur l'importance de la maîtrise de soi et sur la manière dont nos émotions, si elles ne sont pas contenues, peuvent nous pousser à commettre des actes que nous regretterons pour toujours. Mon cœur se serre à chaque fois que je repense à cette histoire. Quand j'ai accepté ce poste, je pensais enfin toucher du doigt ma chance. L'entreprise était prestigieuse, le salaire raisonnable, et j'avais même une belle vue depuis mon bureau. Tout semblait parfait, mais les premiers jours ont suffi pour que je commence à déchanter. Ce n'était pas tant les tâches elles-mêmes que l'atmosphère dans laquelle elles baignaient. Tout était feutré, sournois, et il y avait cette tension constante dans l'air, comme si chaque geste était surveillé, chaque mot pesé. Mes collègues, au départ, étaient cordiaux, mais jamais chaleureux. Aux réunions, mes idées étaient poliment écoutées, puis rapidement ignorées. Pourtant, étrangement, ces mêmes idées réapparaissaient quelques jours plus tard dans la bouche d'autres, acclamées comme brillantes. La première fois, j'ai pensé que c'était une coïncidence. La deuxième fois, un malentendu. À la troisième, j'ai compris. On volait mes idées. Je suis resté patient, me disant que mes efforts parleraient pour moi à la longue. Mais cette patience s'effritait à chaque réunion où je sentais les regards s'attarder sur moi, non pas pour m'écouter, mais pour juger. On me donnait de plus en plus de travail, toujours sans reconnaissance. Mes demandes de feedback étaient accueillies par des remarques vagues, teintées d'un mépris à peine voilé. Tu dois être plus proactif, et essaie d'aller au-delà des attentes. Mais jamais personne ne me disait exactement ce qu'on attendait. Le vendredi où tout a éclaté, c'était après une semaine particulièrement éprouvante. Je travaillais sur un projet depuis 2 mois, mettant toutes mes forces dedans, persuadé que ce serait ma chance de montrer ce que je valais. Mais ce jour-là, en pleine réunion, mon manager a présenté le projet sans même mentionner mon nom. À la fin de son exposé, il a félicité un autre collègue pour sa collaboration cruciale. Je n'ai rien dit sur le moment, mais je sentais mes mains trembler sous la table. Puis, alors que tout le monde quittait la salle, un collègue que je supportais à peine s'est approché de moi avec son sourire narquois habituel. « Tu sais, tu devrais vraiment apprendre à te mettre en avant, » a-t-il dit, avant d'ajouter, presque en chuchotant, « sinon, d'autres le feront pour toi. » Cette phrase, cette arrogance, c'était la goutte d'eau. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis levé, mes pensées complètement brouillées par la colère. Je me suis mis à crier, accusant tout le monde dans la pièce d'hypocrisie, de trahison, de me piétiner depuis des mois. Je me souviens vaguement avoir balayé les dossiers sur la table, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Les visages de mes collègues passaient de la stupeur à la peur, et certains esquissaient même un sourire, comme s'ils trouvaient la scène ridicule. Je n'en avais plus rien à faire. Mon souffle était court, mes mains tremblaient encore, et dans un élan de rage, j'ai renversé une chaise avant de quitter la salle. En traversant le couloir, je sentais les regards pesants de ceux qui avaient probablement entendu toute la scène. J'ai attrapé mes affaires, refusant de croiser qui que ce soit, et je suis parti. Ce soir-là, je n'ai pas répondu aux appels de mon manager ni aux mails de la direction. Le lundi suivant, j'ai reçu un message officiel m'informant que mon comportement était inacceptable et qu'un entretien disciplinaire était prévu.
Je n'y suis jamais allé. Ce poste, je l'avais perdu, mais dans un sens, ce n'était pas une perte. Ce que j'avais retrouvé en revanche, c'était ma dignité. Je n'étais pas prêt à rester dans un endroit où on me faisait sentir si petit. C'est une vie difficile, chauffeur de taxi. Les longues heures, les clients impolis, les embouteillages, tout ça finit par user n'importe qui. Moi, je pensais avoir la peau dure. Après tout, ça faisait 10 ans que je faisais ce boulot, et j'avais vu de tout, des types sous qui vomissent sur les sièges, des couples qui se disputent à l'arrière, des gens qui partent sans payer. Mais ce jour-là, quelque chose en moi a craqué. La matinée avait commencé comme d'habitude. Les rues étaient encombrées, et chaque feu rouge me mettait en retard. Les klaxons résonnaient de partout. Mon premier client était un homme en costard qui a passé tout le trajet à me donner des ordres. Accélérez, prenez cette rue, pourquoi vous êtes aussi lent? À peine arrivé, il a balancé un billet sur le siège sans même attendre sa monnaie. Ça m'a déjà mis sur les nerfs, mais je me suis dit que la journée passerait. Le client suivant était pire. Une femme d'une quarantaine d'années, collée à son téléphone, m'a à peine salué avant de m'interrompre en plein trajet pour changer de destination 3 fois. Elle a fini par sortir en claquant la porte, sans un mot de remerciement. J'ai pris une grande inspiration, mais je sentais une boule dans mon ventre, prête à exploser. Puis, il y a eu ce groupe de jeunes. 3 gars bruyants, à peine sortis de l'adolescence. Ils riaient, se moquaient de ma voiture, et l'un d'eux a même mis ses pieds sur le tableau de bord. Quand je lui ai demandé de les enlever, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a répondu « Et sinon quoi ?» J'ai serré le volant si fort que mes jointures blanchissaient. Arrivés à destination, ils sont partis en courant sans payer. C'était la goutte de trop. En regardant leur silhouette s'éloigner, j'ai senti la colère monter. Je suis sorti de la voiture et me suis mis à courir après eux. Quand je les ai rattrapés, je criais déjà. Les mots sortaient de ma bouche comme des coups. Vous pensez que c'est un jeu? Vous croyez que c'est facile, ce boulot? Ils ont ri, bien sûr, ce qui n'a fait qu'aggraver ma rage. Je ne me souviens pas de tout. Je sais que j'ai attrapé l'un d'eux par le bras, qu'il a essayé de se débattre, mais je ne l'ai pas lâché. Je criais encore, les insultant, leur rappelant tout ce que j'avais supporté ce jour-là. Finalement, un passant est intervenu, me disant de me calmer. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que je faisais. J'ai lâché le garçon et suis retourné à ma voiture, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je n'arrivais pas à me regarder dans le miroir. Ce n'étaient pas ces jeunes qui avaient causé ma colère. C'étaient des années de frustration accumulées, de manque de respect, de fatigue. Ce jour-là, j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'étais assis dans le salon, mon ordinateur sur les genoux, parcourant mes relevés bancaires comme je le faisais chaque mois. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Une somme énorme avait disparu. Mes mains ont tremblé tandis que je cliquais pour remonter dans les transactions. Je voyais ces débits, un par un, des virements que je n'avais jamais autorisés. Mon cœur s'est serré. J'ai appelé ma banque, furieux, exigeant des explications. Mais au fil de la conversation, une vérité glaçante a émergé, quelqu'un avait accédé à mon compte. Tout ce que j'avais économisé pendant des années avait été siphonné. Ils m'ont dit qu'ils allaient enquêter, mais leur ton bureaucratique n'avait rien de rassurant. Ce n'était pas leur argent qu'on avait volé, c'était le mien. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. J'ai passé des heures au téléphone, remplissant des formulaires, essayant de comprendre comment c'était arrivé. Puis, au détour d'une recherche en ligne, je suis tombé sur une photo. Le visage de l'homme sur l'écran m'a frappé. C'était lui, l'arnaqueur. Son sourire suffisant, sa posture confiante. Il était là, affichant sa réussite sur un blog quelconque. Je savais que c'était lui. Tout en moi bouillait. Quelques semaines plus tard, je l'ai vu en vrai. Par un hasard cruel, il était dans un café de ma ville, assis à une table, son ordinateur ouvert devant lui.
C'était comme si le destin m'offrait une chance de le confronter. Je me suis levé de ma chaise, traversant la pièce sans même réfléchir. Mon esprit était une tempête, un mélange de rage et de désir de justice. « Toi » ai-je crié en arrivant devant lui. Les gens autour se sont tus, leur conversation suspendue. L'homme a levé les yeux, surpris, mais son expression a changé quand il m'a reconnu. « Je sais ce que tu as fait. » J'ai continué, ma voix montant de plus en plus. Il a essayé de nier, mais je voyais dans ses yeux qu'il savait qu'il était démasqué. Je n'ai pas pu me contrôler. Je l'ai attrapé par le col, le tirant de sa chaise. « Rends-moi mon argent » ai-je crié, les larmes aux yeux. Il balbutiait des excuses, prétendant qu'il ne savait pas de quoi je parlais, mais c'était trop tard. Tout ce que j'avais retenu explosait en une vague incontrôlable. Les serveurs ont essayé de m'arrêter, mais je l'ai secoué, hurlant sur lui, exigeant qu'il avoue. Finalement, la police a été appelée. On m'a emmené à l'écart, tandis que l'homme, visiblement paniqué, tentait de s'expliquer. Je suis resté là, le souffle court, mes mains tremblantes. Je savais que ce que je venais de faire ne m'aiderait pas à récupérer mon argent. Mais au fond, ce n'était pas vraiment pour ça que je l'avais confronté. C'était une journée banale. Rien n'annonçait le chaos qui allait suivre. J'étais debout depuis tôt ce matin-là, jonglant entre 1000 tâches insignifiantes. Vous savez, ce genre de journée où rien ne va vraiment mal, mais tout semble légèrement décalé. Mon réveil avait sonné trop tard, le café était trop amer, et mon bus habituel avait décidé d'arriver en retard. Je me suis retrouvé à courir, la sacoche battant contre ma jambe, pour arriver à l'heure à un rendez-vous que je n'avais même pas envie d'honorer. Quand je suis arrivé au supermarché après le travail pour faire des courses, je sentais déjà la fatigue me ronger. La file d'attente aux caisses était interminable. Il y avait cette vieille dame devant moi, comptant patiemment sa petite monnaie, pièce par pièce. Derrière moi, quelqu'un soupirait bruyamment, comme si son irritation allait accélérer les choses. Moi, je fixais mon chariot en silence, essayant de ne pas céder à l'agacement. Puis, tout a dérapé à cause d'un détail insignifiant. Quand ce fut enfin mon tour, j'ai posé mes articles sur le tapis roulant. Juste avant que je puisse avancer, un homme en costume a essayé de me doubler en balançant son panier devant moi. Il avait cet air suffisant, comme si tout lui était dû. Je l'ai arrêté en lui disant poliment que c'était mon tour. Il a levé les yeux au ciel et lâché un sarcastique « Détends-toi, c'est pas la fin du monde ». Ce ton condescendant a fait éclater quelque chose en moi. D'habitude, je suis calme. Mais ce jour-là, c'était différent. J'ai haussé le ton, lui disant qu'il n'avait pas le droit de me parler comme ça. Il a répliqué, avec cette même arrogance, et avant que je ne puisse m'en empêcher, mes mots ont dépassé ma pensée. Les clients autour se sont figés, leur regard oscillant entre curiosité et malaise. Mais je ne voyais plus rien d'autre que cet homme et sa suffisance. Il m'a lancé une insulte, et là, tout s'est embrouillé. J'ai pris le panier qu'il avait posé sur le tapis et les jeté par terre. Les pommes qu'il avait achetées ont roulé partout, et sa bouche s'est ouverte d'un air choqué. Je pensais qu'il allait reculer, mais au lieu de ça, il m'a poussé légèrement. Ce geste a suffi pour me faire perdre tout contrôle. J'ai attrapé son col, et avant même de réaliser ce que je faisais, je le secouai en hurlant. Les employés sont intervenus rapidement, essayant de nous séparer. Mais ma colère était comme une boule de feu, alimentée par chaque regard, chaque chuchotement autour de moi. J'ai hurlé qu'il n'avait aucun respect, qu'il était le problème de ce monde. Les mots sortaient de ma bouche sans filtre, et plus je parlais, plus je me sentais consumé par ma propre rage. Quand tout a enfin pris fin, le silence était presque assourdissant. Le manager m'a demandé de quitter le magasin immédiatement, tandis que l'homme ramassait ses affaires en marmonnant des insultes. En sortant, je me suis arrêté sur le trottoir, essayant de reprendre mon souffle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Ce n'était pas juste cet homme. C'était des mois, peut-être des années de frustration, de petits moments où j'avais laissé les gens marcher sur moi. C'était la vieille dame lente,
les soupirs impatients des autres clients, les retards de bus, le réveil qui ne sonne pas. Tout avait débordé ce jour-là, et je m'étais exposé au pire de moi-même. Être mère célibataire, c'est déjà un défi, mais quand on jongle avec 3 emplois, des factures qui s'empilent et un enfant de 8 ans qui demande toute votre attention, il arrive un moment où tout semble insurmontable. Ce soir-là, j'étais déjà épuisé avant même de franchir la porte. Mon patron m'avait fait rester tard pour terminer un rapport, et j'avais dû courir pour attraper le dernier bus. Quand je suis arrivé à la maison, le salon était en désordre, et mon fils, Julien, jouait tranquillement à la console, comme si de rien n'était. La vision de cette scène, alors que je me sentais vidé, a allumé une mèche que je ne savais même pas prête à brûler. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas rangé, pourquoi il n'avait pas fait ses devoirs. Il m'a répondu distraitement, sans lever les yeux de l'écran. Je le ferai après. Cette réponse, si simple, si innocente, a fait exploser quelque chose en moi. Je me suis avancé vers lui, éteignant la console d'un geste brusque, et j'ai commencé à crier. Mes mots étaient durs, plus durs que je ne le voulais. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune idée de ce que je faisais pour lui, de tout ce que je sacrifiais. Je lui ai reproché des choses qu'il ne pouvait même pas comprendre. Plus je parlais, plus ma voix montait, et plus ses yeux s'emplissaient de larmes. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si toute la fatigue, toute la frustration accumulée sortait en un torrent incontrôlable. Quand il a éclaté en sanglots, j'ai senti une vague de culpabilité me frapper. Je me suis arrêté net, mon souffle court, le silence lourd. Julien s'est enfui dans sa chambre, claquant la porte derrière lui. J'ai voulu le suivre, m'excuser, mais mes jambes ne me portaient plus. Je me suis assise dans le désordre du salon, les larmes coulant sur mes joues. Ce n'était pas lui. Ce n'était jamais lui. C'était la vie, cette montagne de responsabilités que je ne pouvais plus grimper seul. Mais ce soir-là, c'est lui qui en avait payé le prix. Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. La première fois que je suis allé dans un club de striptease, c'était à Portland, dans l'Oregon. Je fumais une cigarette devant l'établissement quand j'ai vu un homme se faire expulser pour avoir touché une des danseuses sans son consentement. Ce qui m'a frappé, c'était qu'il était en fauteuil roulant, sans jambes. Son visage était marqué par une large cicatrice d'un côté, il lui manquait un œil et plusieurs doigts. Il n'avait pas l'air d'avoir plus de 25 ans. Il était visiblement ivre et s'est mis à divaguer, à raconter son histoire d'une voix vacillante. Une histoire qu'on entend trop souvent, un ancien soldat, un vétéran de l'armée. Il avait marché sur un engin explosif improvisé, un IED. Il avait perdu ses jambes, ses doigts, un œil, et aussi son sexe. Sa femme l'avait quitté à son retour, emmenant les enfants avec elle. Peut-être que c'était à cause de sa mutilation, peut-être que c'était dû à son alcoolisme évident et à sa colère incontrôlable. Probablement un mélange des deux. Le videur du club est sorti pour tenter de le calmer. Mais cet homme, ce qu'il restait de lui, a commencé à le frapper. Il hurlait, un cri guttural, inhumain, presque animal, alors que des larmes de rage coulaient le long de son visage marqué. Ce n'étaient pas des coups puissants, il n'avait pas la force, pas avec son corps brisé. Mais la scène était d'une tristesse écrasante. Le videur, un colosse qui aurait pu l'écraser en un instant, n'a pas riposté. Il se contentait de le retenir, essayant de contenir les éclats de violence, avec dans les yeux une compassion palpable. Quand la police est arrivée, la scène a pris une autre tournure. Le vétéran a commencé à les frapper aussi, ou plutôt à essayer, balançant ses poings dans un désespoir frénétique. Les officiers, eux aussi, semblaient presque figés par la pitié, comme s'ils savaient qu'ils n'avaient pas affaire à un criminel mais à un homme dont la vie s'était effondrée au-delà de toute rédemption. C'était, et reste encore aujourd'hui, l'une des choses les plus tristes que j'ai jamais vues. Ce n'était pas juste une altercation ou un moment de tension. C'était l'expression brute d'une existence brisée. Ce jeune homme, si jeune et pourtant déjà si marqué par la vie, semblait porter sur ses épaules tout le poids de la douleur humaine. L'alcool, la rage, la solitude, la perte, tout cela explosait devant mes yeux dans un chaos bouleversant.
Depuis ce jour, je ne suis plus jamais retourné dans un club de striptease. Pas parce que je les trouve immoraux ou quoi que ce soit de ce genre. Mais parce que cette soirée m'a confronté à une réalité que je préfère ne plus revivre. La souffrance qui se cache souvent juste sous la surface des endroits où les gens vont chercher l'oubli ou un semblant de réconfort. Quand j'ai commencé à peindre, c'était comme un appel. J'avais trouvé ma voix, mon langage. Mes toiles étaient pleines de couleurs vives et de formes chaotiques, des morceaux d'émotions brutes que je ne pouvais exprimer autrement. Mais le monde de l'art, lui, semblait me rejeter systématiquement. Chaque galerie que je contactais refusait mes œuvres. Les critiques ignoraient mon travail. Pendant des années, je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps, qu'il fallait juste persévérer. Mais à force de vivre dans l'ombre, quelque chose s'est fissuré en moi. Je passais mes journées dans mon atelier, enfermé avec mes toiles, à essayer de comprendre pourquoi elles n'attiraient pas l'attention. Était-ce la technique? Les couleurs? Peut-être que les gens ne comprenaient pas mon intention. Chaque rejet était une lame qui entaillait un peu plus ma confiance. Puis, un jour, j'ai lu une critique publiée dans un magazine local. C'était un article sur une exposition d'un autre artiste que je connaissais. Ses œuvres étaient décrites comme visionnaires, audacieuses. En voyant les photos, j'ai reconnu mes propres idées, des concepts que j'avais partagés avec lui lors d'une rencontre informelle. Cette trahison a été comme un coup de massue. Il avait pris ce qui était mien, ce que j'avais mis des années à construire, et il en récoltait maintenant les fruits. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai relu l'article encore et encore, la rage montant en moi comme une vague. Le lendemain, je suis allé à son exposition. La galerie était pleine de monde. Des visages souriants, des coupes de champagne, des conversations murmurées sur le génie de l'artiste. Je me suis frayé un chemin jusqu'à lui. Il était là, au centre, entouré de gens qui buvaient ses paroles. Quand il m'a vu, il a souri, un sourire faux, comme s'il ne se souvenait même pas de moi. J'ai tendu la main pour le saluer, mais au lieu de ça, les mots ont jailli de ma bouche. Ces œuvres, ce sont les miennes. Tout le monde s'est tourné vers moi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Ces idées, ces concepts, je te les ai donnés. Il a ri doucement, essayant de calmer l'atmosphère. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il dit d'un ton désinvolte. Cette réponse a été la goutte d'eau. Je me suis précipité vers une de ses toiles, une œuvre qui ressemblait à s'y méprendre à une série que j'avais faite il y a 2 ans. Je l'ai décrochée du mur et l'ai jetée au sol. Le bruit a résonné dans la galerie, un silence lourd s'installant aussitôt. Les gens reculaient, certains chuchotaient, d'autres filmaient la scène avec leur téléphone. Mais je ne voyais rien de tout ça. Tout ce que je voyais, c'était lui, son visage suffisant, et ma propre colère qui débordait. Je me suis mis à crier, accusant tout le monde dans la pièce de complicité. Vous ne voyez pas? Vous admirez un imposteur. J'ai attrapé une autre toile et l'ai renversée. Les vigiles sont arrivés, m'attrapant par les bras, mais je continuais à hurler. Mes mots se mélangeaient à mes larmes. Ce n'était pas seulement la trahison de cet homme qui me mettait dans cet état, c'était des années de frustration, de solitude, de rejet. Ils m'ont expulsé de la galerie, me laissant seul dans la rue. Le froid de la nuit semblait soudain glacial. Je suis rentré chez moi, vidé, détruit. En regardant mes propres toiles dans l'atelier, je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas arrêter. Ce n'était pas juste une passion, c'était ma vie, ma façon d'exister. Peut-être que le monde ne comprendrait jamais ce que j'avais à offrir, mais je n'allais pas laisser ma rage me définir davantage. Quand j'étais enfant, la maison tremblait parfois. Pas à cause d'un tremblement de terre ou d'une tempête, mais à cause de mon père. Il avait cette colère, cette chose brûlante en lui qu'il n'arrivait jamais à contenir. Je me souviens des assiettes brisées, des meubles renversés, et des silences qui suivaient, plus lourds que n'importe quel cri. Je me disais toujours que je serais différent, que je ne laisserais jamais cette rage m'envahir. Mais on ne peut pas fuir ce qu'on porte en soi.
Ça a commencé doucement, presque imperceptiblement. Au début, ce n'était que des éclats, des petites impatiences. Quand quelque chose ne se passait pas comme prévu, je serrais les dents. Une remarque désobligeante? Je m'éloignais, préférant ignorer. Mais au fond de moi, ça bouillonnait. À chaque fois que je refoulais cette colère, elle semblait grandir, comme un feu qu'on étouffe mais qui consume tout lentement. Puis, il y a eu cet après-midi. J'étais dans une file d'attente à la poste, pressé par le temps. Le guichetier semblait particulièrement lent ce jour-là, et les murmures des gens derrière moi n'aidaient pas. J'essayais de rester calme, mais ma jambe bougeait nerveusement, mes poings se serraient. Quand est arrivé mon tour, une vieille dame est passée devant moi sans même demander. Je lui ai signalé poliment que c'était mon tour, mais elle a répondu sèchement qu'elle était là avant. Ce n'était pas vrai. Je voulais argumenter, mais un homme derrière moi s'est mis à rire doucement. « Allez, laisse passer, tu vas pas en mourir. » C'était cette phrase, cette moquerie déguisée en conseil, qui a déclenché l'explosion. Sans réfléchir, je me suis retourné et j'ai commencé à crier sur lui. Les mots sortaient sans filtre, brutaux, tranchants. Mais il a continué à sourire, ce qui a amplifié ma colère. Je me suis avancé, mon visage à quelques centimètres du sien, et ma voix s'est élevée encore plus fort. C'est là que j'ai remarqué les regards. Les gens autour de nous étaient figés, certains avec des sourires gênés, d'autres avec des airs de désapprobation. J'ai vu mon propre reflet dans la vitre du guichet, mon visage était rouge, mes yeux injectés de sang. J'étais exactement comme mon père à ces moments où la maison tremblait. Cette réalisation m'a frappé comme un coup de poing. Mais il était trop tard pour reculer. L'homme a éclaté de rire et a simplement dit « Calme-toi, t'es ridicule ». Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Sans réfléchir, j'ai attrapé une pile de dépliants sur le comptoir et les ai jetés à terre. Je ne voulais pas le frapper, mais tout mon corps en avait envie. Je suis parti en claquant la porte, les regards encore fixés sur moi comme des flèches. En rentrant chez moi, j'étais vidé. Je me suis assis dans le silence de mon salon, les mains tremblantes. Ce n'était pas ce type que je haïssais, ni même cette vieille dame. C'était moi. J'avais laissé cette colère, cet héritage que je pensais pouvoir fuir, me dominer. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma sœur. Elle avait vécu la même enfance que moi, elle connaissait cette rage. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté en silence, puis elle m'a dit quelque chose qui m'est resté. « Tu n'es pas notre père. Mais si tu ne fais rien, tu risques de devenir comme lui. » Ces mots étaient comme un miroir. Ce soir-là, j'ai décidé que je ne laisserais pas cette colère me définir. C'était un après-midi ordinaire, une chaleur suffocante pesait sur la ville, et tout le monde semblait vouloir rentrer chez soi le plus vite possible. Mais au milieu de ce chaos quotidien, il y avait un autre genre de chaos qui se déroulait. 2 policiers tenaient un jeune homme plaqué contre une voiture de patrouille. Il ne faisait que crier son innocence, répétant qu'il n'avait rien fait de mal. Et pourtant, personne ne bougeait. J'étais là, au milieu des passants. Un homme parmi tant d'autres, trop habitué à voir ce genre de scène pour m'en sentir directement concerné. Mais quelque chose dans les yeux du jeune homme m'a frappé. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une terreur viscérale, une terreur qui disait qu'il savait exactement ce qui allait lui arriver. Les policiers, eux, semblaient indifférents. Ils le traitaient comme un objet, le secouant, ignorant ses cris. Le bruit des menottes qui se fermaient a résonné dans l'air, un bruit métallique, froid, définitif. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Tout dans cette scène criait l'injustice, et pourtant, personne ne faisait rien. Des téléphones filmaient, des murmures circulaient dans la foule, mais pas un seul mot pour protester. Moi non plus, je ne bougeais pas. Je me suis dit que ce n'était pas mon combat, que je ne savais même pas ce qui s'était passé avant mon arrivée. Peut-être qu'il avait vraiment fait quelque chose. Mais alors que je m'apprêtais à tourner les talons, le jeune homme a croisé mon regard. Et à ce moment précis, j'ai senti ma colère éclater. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une partie de moi savait que c'était une mauvaise idée, mais une autre, plus forte, ne voulait plus se taire.
j'ai avancé vers les policiers, ma voix tremblante de rage. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous le traitez comme ça? Ils m'ont ignoré, bien sûr, comme si je n'existais pas. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je leur ai crié dessus, exigeant des réponses, exigeant qu'ils le relâchent s'ils n'avaient aucune preuve. Un des policiers m'a jeté un regard froid et m'a ordonné de reculer. Mais au lieu de ça, je me suis rapproché. Ma voix devenait plus forte, plus insistante. Les passants s'étaient arrêtés de murmurer, fixant maintenant la scène avec une attention renouvelée. Je ne sais pas si c'était le poids de leur regard ou ma propre frustration qui m'a poussé à continuer, mais je me suis retrouvé à interpeller directement les gens autour de moi. Vous allez juste regarder? Vous allez laisser ça arriver? Personne n'a répondu. La foule a reculé légèrement, comme pour se distancier de ma colère. Les policiers, eux, ont commencé à perdre patience. L'un d'eux m'a poussé en arrière, et c'est là que j'ai perdu tout contrôle. Je l'ai attrapé par l'uniforme et l'ai tiré vers moi, hurlant que c'était eux qui devaient être arrêtés. Ce qui s'est passé ensuite est flou. Je me souviens d'avoir été plaqué au sol, de mains qui m'immobilisaient, et de ma propre voix qui continuait à crier, même lorsque je ne pouvais plus bouger. Quand ils m'ont enfin relevé, menotté à mon tour, la foule avait disparu. Je pouvais encore entendre les murmures lointains, les sirènes qui s'approchaient, mais tout semblait irréel. Je partageais maintenant le sort de ce jeune homme, mais à aucun moment je n'ai regretté ce que j'avais fait. Parce que ce jour-là, je ne me suis pas tu. Ce jour-là, j'ai choisi de dire non, même si cela signifiait perdre une partie de moi dans le processus. Les aéroports sont des lieux de tension. On le ressent dès qu'on entre, ce mélange de stress et d'impatience qui flotte dans l'air. Ce jour-là, j'étais en route pour un voyage d'affaires, un vol de 5 heures qui ne m'enchantait pas particulièrement. La salle d'embarquement était bondée, et les annonces de retard n'aidaient pas. J'avais passé une nuit blanche, j'avais raté mon petit déjeuner, et je sentais déjà ma patience s'effilocher. Quand on a enfin embarqué, l'avion était surchargé, les gens se bousculaient pour ranger leurs bagages à main. Mon siège était coincé au milieu, entre un homme corpulent qui mangeait bruyamment des chips et une femme au parfum si fort qu'il me donnait mal à la tête. Je n'avais même pas encore bouclé ma ceinture que je regrettais déjà ce voyage. La tension a continué de monter. La climatisation ne semblait pas fonctionner, et les cris d'un bébé à l'arrière de l'avion me faisaient grincer des dents. L'homme à côté de moi ne cessait de me pousser avec son coude, et chaque fois que je lui lançais un regard, il faisait semblant de ne pas remarquer. Puis, à peine avions-nous décollé, la femme de l'autre côté a décidé de s'étaler, prenant l'accoudoir et dépassant même sur mon siège. J'ai pris une grande inspiration, me disant que je pouvais supporter ça. Mais quand l'homme a renversé un soda sur mes jambes sans s'excuser, j'ai senti ma colère éclater. Je lui ai demandé sèchement de faire attention, et il a simplement haussé les épaules. Cette indifférence a été la goutte de trop. Je me suis levé d'un bond, ma voix coupant le bruit ambiant. Vous pensez que c'est normal? Vous croyez que je vais rester assis et me laisser marcher dessus comme ça? Mon ton était si fort que les passagers autour se sont tus. L'homme m'a regardé, bouche bée, mais il n'a pas répondu. La colère me consumait. J'ai commencé à crier sur la femme à côté, l'accusant d'être égoïste, avant de m'en prendre à l'équipage, exigeant qu'on me change de place. Les regards sur moi étaient un mélange de peur et de mépris, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Ce n'était pas seulement ce vol, c'était toutes les frustrations accumulées dans ma vie, toutes les fois où j'avais gardé le silence. Finalement, un steward est intervenu, me demandant de me calmer. Mais même ces mots ont semblé alimenter ma rage. Ce n'est qu'après avoir vu 2 agents de sécurité m'attendre à l'atterrissage que j'ai compris l'ampleur de ce que j'avais fait. Ce jour-là, mon fils est rentré à la maison les épaules basses, le visage rougi par les larmes. Il avait l'air brisé, comme si quelque chose en lui s'était fissuré. Ses vêtements étaient froissés, son sac déchiré sur le côté. Il essayait de masquer ses pleurs, mais je voyais tout. Je savais que ce n'était pas la première fois. C'était dans ses silences, dans sa façon d'éviter mon regard. Mon cœur s'est serré en comprenant ce qu'il endurait.
Il n'avait même pas besoin de parler. Je savais. La colère est montée en moi, rapide et brûlante. Pas une de ces colères que l'on ressent et que l'on ravale. Non. C'était quelque chose de primal, d'irrépressible. Une rage de mère, une rage animale. Ils avaient osé toucher à mon fils. Mon enfant. Ils allaient le payer. Sans hésiter, j'ai pris mes affaires et je suis sorti. Je savais où trouver ces petites racailles. Ils m'avaient déjà mentionné leur nom, et je savais qu'ils traînaient souvent près du parc, leur terrain de jeu favori pour terroriser les plus faibles. Mon pas était rapide, mes pensées tourbillonnant dans une seule direction, la vengeance. Quand je suis arrivé, je les ai vus, regroupés comme une petite meute de loups, riant et se bousculant. À cet instant, je n'ai vu que des cibles. Pas des enfants, pas des innocents. Juste des agresseurs. Une force incroyable, que je ne savais même pas posséder, s'est emparée de moi. J'ai avancé droit sur eux, et sans aucune hésitation, ma main est partie. Le premier a pris une claque si forte qu'il est resté figé, les yeux écarquillés. Avant même qu'il ne réalise ce qui se passait, j'ai frappé le deuxième, puis le troisième. Chacun a encaissé sans broncher, trop surpris pour réagir. Ils ont commencé à pleurer, le visage déformé par la peur. Leur arrogance s'était évaporée, remplacée par une panique pure. Je les ai fixés un à un, ma rage se transformant en une certitude froide et implacable. S'ils touchaient encore à mon fils, je les tuerais. Ce n'était pas une figure de style dans mon esprit. Je le pensais. Je le ressentais. S'ils osaient ne serait-ce qu'essayer de lui faire du mal, je serais prête à aller jusqu'au bout. Leur peur, leur silence, leurs larmes, tout cela me confirmait qu'ils avaient compris. Je suis parti aussi vite que j'étais venu, mon cœur battant encore à toute allure, mais apaisé par la certitude que mon fils serait désormais en sécurité. Depuis ce jour, ils l'ont évité comme si sa seule présence brûlait. Plus de coups, plus de moqueries, plus de menaces. Je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Mon instinct m'a guidé, et il ne m'a pas trahi. Rien, absolument rien, ne passera jamais avant la protection de mon enfant. Si cela fait de moi une menace, alors qu'il en soit ainsi. Je préfère être cette menace qu'une mère qui laisse son fils souffrir en silence. Je me souviens du jour du mariage de ma fille comme si c'était hier. Le ciel était dégagé, et le soleil baignait l'immense salle que nous avions louée pour l'occasion. Tout était parfait en apparence. Elle portait une robe blanche magnifique, et son sourire radieux illuminait la cérémonie. Pourtant, au fond de moi, quelque chose clochait. Je n'avais jamais été complètement à l'aise avec cet homme qu'elle avait choisi. Il était charmant, bien habillé, et il savait dire tout ce qu'il fallait pour séduire. Mais moi, en tant que père, j'avais appris à repérer ce que les apparences peuvent cacher. Malgré cela, j'avais fait le choix de ne pas m'interposer. Je savais que ma fille n'était plus une enfant et qu'elle devait faire ses propres choix, même si cela signifiait prendre des risques. Toute sa jeunesse, j'avais été un père protecteur, peut-être un peu trop parfois. Cette fois, je voulais la laisser voler de ses propres ailes. Le mariage s'est déroulé sans accroc. Les invités étaient heureux, le banquet somptueux, et la musique entraînante. Pourtant, quelque chose dans le comportement de ma fille m'a frappé. Elle semblait distraite, absente. Son sourire, si éclatant d'habitude, paraissait figé, presque forcé. Je me suis convaincu que c'était juste le stress du mariage, la fatigue. Mais cette sensation, ce pressentiment que quelque chose n'allait pas, ne m'a pas quitté. C'est au milieu de la soirée, alors que tout le monde dansait et s'amusait, que je me suis rendu compte que je ne voyais plus ma fille. Je l'ai cherchée d'abord calmement, en demandant à quelques invités si quelqu'un l'avait vue. Mais personne ne semblait savoir où elle était. Je suis allé vers l'extérieur, longeant les couloirs de la grande salle. Et c'est là que je l'ai entendue. Des voix s'élevaient, une dispute. Mon cœur s'est accéléré. J'ai suivi le bruit, et ce que j'ai vu a gravé une image dans ma mémoire que je ne pourrai jamais oublier. Dans une petite pièce à l'écart, il était là. Celui qu'elle venait d'épouser. Il la tenait par les cheveux, et elle se débattait en pleurant.
Je l'ai vue lever le poing et lui asséner un coup dans les côtes. Elle s'est pliée de douleur, suffocant. Une rage froide, brutale, a jailli de moi. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir réfléchi. Mon corps a agi avant que ma tête ne puisse rattraper ce qui se passait. J'ai bondi vers lui et lui ai asséné un coup de poing. Il est tombé au sol, surpris, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Je me suis mis à le frapper, encore et encore. Mon poing rencontrait son visage, son torse, tout ce que je pouvais atteindre. Je ne sentais aucune douleur, aucune fatigue, juste une rage inextinguible. Il avait osé. Il avait osé lever la main sur ma fille. Je n'ai pas vu le sang tout de suite, mais il était partout. Son visage était méconnaissable, son nez écrasé, ses lèvres éclatées. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si toute la colère que j'avais retenue dans ma vie explosait d'un seul coup. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. C'était ma fille. Elle me poussait en pleurant, suppliant que je m'arrête. Sa voix m'a ramené à la réalité. Je me suis levé, haletant, les mains couvertes de sang. Lui, il était là, gémissant à peine. « Papa, on doit partir », m'a-t-elle dit d'une voix brisée. Elle pleurait, le maquillage ruisselant sur ses joues, ses cheveux en désordre. J'ai vu la peur dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre. De la gratitude. Nous sommes partis avant que quiconque ne remarque ce qui s'était passé. Sur le chemin du retour, elle m'a tout expliqué. Il avait toujours été manipulateur, viol, mais elle avait eu peur de me le dire. Elle pensait que je la jugerais ou que je me mettrais en colère. Elle avait cru qu'elle pouvait gérer seule, qu'il changerait après le mariage. J'ai eu le cœur brisé ce soir-là, pas seulement à cause de ce que j'avais vu, mais parce que je réalisais que malgré toute ma protection, je n'avais pas su voir ce qu'elle traversait. Je l'avais laissée se perdre dans une relation toxique, pensant bien faire en restant en retrait. En rentrant chez moi, je me suis assis, incapable de dormir. Mes mains tremblaient encore, et je repensais à son visage en sang, à mes poings qui s'abattaient encore et encore. Je n'étais pas un homme violent, mais ce soir-là, quelque chose avait changé en moi. J'aurais pu le tuer. Et peut-être que je l'aurais fait si ma fille ne m'avait pas arrêté. Depuis ce jour, elle et moi avons parlé, beaucoup parlé. Elle a annulé le mariage et a coupé les ponts avec lui. Mais chaque fois que je repense à cette nuit, je sens cette même rage bouillonner en moi. Et je sais que je referai exactement la même chose. Parce qu'il n'y a rien que je ne ferai pour protéger ma fille. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.